Mélenchon était en meeting à Lyon. Nouveau happening antisémite apparemment de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était pendant le meeting et il dit ça. Sauf Oula, s'il pardon. s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe Epstein, hein? Alors maintenant vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Oh, voilà. Tu vas Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais attends, mais il a même pas dit yiddish? Non. Mais pourquoi tout le monde dit qu'il a dit qu'il fallait le dire en yiddish alors qu'il du coup il dit pas ça? Mais moi je croyais que c'était plus antisémite que Non, ça. Je suis un peu déçu. c'est un mec qui a fait un tweet en mode oui, pourquoi privilégie-t-il la prononciation en yiddish? C'est tout, hein, genre c'est Mais on juste comprend très que. bien qu'il Au on pire, c'est comprend très bien en qu'il allemand est aussi, hein. c'est juste la folie où il est en mode, ils essayent de le faire passer pour un agent russe alors que ça pue la merde. C'est ça sa rêve, c'est nul Oui, du c'est coup. ça. Mais du coup, Ah. mais tout le monde est en roue libre là-dessus. Tout le monde est en mode c'est la goutte de trop. Tout le monde qui s'est offusqué. Marine Tondelier qui a fait un tweet. Alors, Marine Tondelier, incroyable, hein. Non, mais ça va pas, non. Vraiment, rien ne va dans ses propos. Rien. Et ça suffit maintenant. Je suis désolé, sur Twitter, elle est déjà carénisante IRL, Oui. mais alors sur Twitter, Sur Twitter, elle est moi, encore elle est plus vraiment carré. le blueprint de la carène, quoi. Pourquoi Mélenchon dit ça? C'est parce que les médias français sont en boucle, c'est-à-dire que bon, je parlais du fait que l'affaire Epstein, il y avait un gros problème de cadrage dessus, etc. Et que en même temps, on sait pourquoi. On rappelle que quand la France Insoumise a proposé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, même les écolos n'ont pas signé la proposition. Yael Braun-Pivet, elle a refusé, elle était en mode ah non, je vais voter contre, etc. au bureau de l'Assemblée nationale. On sait que dans la classe politique française, Joël est nazi, voilà. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. et bon, ouais, les nazis aussi, by the way. Mais bref, on sait que la classe politique, elle est un peu en mode ah, parlons pas trop des crimes français, de Jeffrey Epstein. Mais non, mais et surtout, c'est que aux États-Unis, de plus en plus, tu as une façon de tourner l'affaire Epstein. Mais du coup, en fait, j'arrive plus à dire son nom, c'est horrible, l'affaire Epstein. Moi, je dis Epstein, voilà, voilà, chacun son truc. Moi, je dis Epstein. Je le dis à la française, moi, monsieur. Mais de tourner l'affaire Epstein, du coup, au travers de c'était un agent russe, regardez, il a des connexions avec la Russie, c'était un agent d'influence de la Russie, etc. Et du coup, de renvoyer le truc un petit peu à une question, en tout cas, la partie géopolitique de l'affaire Epstein, de le renvoyer à l'opposition à la Russie, de dire Epstein pas bien, d'ailleurs Epstein Russie, et nous, ça n'a rien à voir avec nous, tu vois. Et du coup, les médias français parlent aussi énormément et reprennent de plus en plus ce truc-là où les seuls aspects géopolitiques qui transparaissent dans les analyses des médias traditionnels français, là je parle des analyses géopolitiques, hein, je parle pas du volet de pédocriminalité internationale, bah, les aspects géopolitiques sont concentrés du coup sur les liens qu'avait Epstein avec des agents russes, avec des intérêts économiques russes, etc. Donc du coup, voilà, il y a ce cadrage médiatique qui est vraiment centré sur la Russie. Et du coup, Mélenchon, il ironise là-dessus, en mode ah d'ailleurs, ils disent Epstein, oh là là, parce que c'est une façon de le dire à la russe, etc. Bon, léger miss-shot pour lui, hein, Epstein, c'est la façon de le dire à l'américaine, comme ils disent Albert Einstein. Ah non, ils disent Einstein ou ils disent Einstein, je sais plus. Bref, bon, voilà, c'est leur façon de le dire aux États-Unis. Mais c'est vrai que en Europe, on le dit généralement plutôt à l'allemande, puisque généralement les patronymes en Stein sont plutôt des patronymes du coup d'Europe centrale, de populations qui le disaient et parlaient en yiddish, etc. En France, on dit plutôt Stein, mais voilà, c'est Stein, quoi. Donc on sait qu'on dit Ein à la fin, tu vois. Et du coup, bah forcément, quand on le prononce à la française, c'est Stein, etc. Mais du coup, tout le monde est tombé sur lui. Finkelstein, il prononce... Oui, Norman Finkel... typiquement, et Norman Finkelstein, aux États-Unis et partout où il parle, quand il parle en anglais, ils disent Finkelstein. Mais parce que c'est leur Mais façon de est-ce que prononcer c'est le si truc. grave de mal prononcer? Non, mais du coup, c'est utilisé pour dire que, oh là là, Mélenchon fait un sous-entendu pour dire que le vrai problème, c'est pas que c'est un agent russe, c'est que c'est un juif, globalement. C'est ça. Le fond de l'affaire, c'est il dit ça pour souligner la judéité d'Epstein et pour faire un truc antisémite, quoi. Pour faire de l'antisémitisme. Mais non, alors que la grosse théorie qui énerve les insoumis, c'est le fait de vouloir faire rentrer l'affaire Epstein dans les trucs russes, quoi. Oui, in, ça fait russe, c'est pas un méchot. Ah, les in, ils disent. Les Russes, ils disent in aussi, ouais. Poutine, Bakounine, Lénine. Ok, d'accord. Oui, bon. Mais après, pour moi, c'est surtout un truc états-unien, en fait. Mais tout ça pour dire que moi, ça me fait énormément. Ça se prononce Epstein en russe. Ok. De toute façon, on sait très bien que globalement, les patronymes, on les prononce en fonction des aires géographiques dans lesquelles tu te dis, en fonction de comment ils sont le plus prononcés, parce que la langue, ça se dit en fonction de la pratique, etc. Et moi, ça me fait beaucoup penser au débat Hamas-Hamas. Tu te rappelles, à l'époque, où les militants Ah oui. pro-palestiniens, ils soulignaient le fait que dans les médias, les journalistes
journalistes, particulièrement quand ils étaient un petit peu anti-palestiniens, ils avaient tendance à dire le Hamas et que c'était, un signe que, bah, ils tiraient leurs Un signe de informations ralliement un peu, pas un signe de ralliement, mais qu'en fait, la prononciation dont ils avaient l'habitude, c'était celle qui venait des médias israéliens puisque le «re», mmh, se retrouve dans l'accent israélien et tu avais du coup des militants pro-palestiniens qui étaient en mode: «La façon dont tu prononces le truc a quand même du sens parce que ça indique quelle est ta sphère géographique mmh. d'influence dans ta façon de traiter l'information» et c'est là-dessus, je trouve que même si, bon, sa façon de le dire, elle est un peu, elle est là pour raccourcir un peu Mario Kart, mais il souligne quand même un truc qui est assez pertinent et qui se retrouve dans y compris dans les usages langagiers, tu vois? Et qui peut se retrouver dans la façon dont on va dire le nom Epstein ou Epstein, en fonction de par exemple, moi, je dis beaucoup Epstein ou je dis un peu Epstein parfois parce qu'en fait, tout ce que j'écoute régulièrement sur l'affaire Epstein, c'est dans des médias états-uniens, par exemple. C'est dans des podcasts états-uniens, que j'écoute et ils disent Epstein et du coup, bah, j'ai l'habitude de dire le «ce», mais par contre le «ein», c'est mon habitude de le dire à l'européenne, par exemple, tu vois? Donc même moi, je fais un mix entre les 2 par exemple. Mais ça indique un petit peu où est-ce que tu vas, Oui, c'est pas faut arrêter quoi, c'est oui, pas it's not that deep quoi, c'est tout. oui, c'est ça. Mais du coup, tout le monde a dit que c'était de l'antisémitisme. Dr. Frankenstein, are you all right? My name is Frankenstein! Pas mal, pas mal. Je voulais finir vite fait sur Tondelier parce que du coup, j'étais en mode, bon, j'imagine que Marine Tondelier a probablement dû, parler de l'affaire, tu vois? Genre pour pouvoir pinailler comme ça sur le nom, j'imagine que quand tu fais Marine Tondelier, que tu recherches dans ses tweets, tu tapes Epstein? Oui, elle a dû avoir des prises Ah de bah non. parole, pour réclamer des commissions parlementaires et cetera quoi. Ah bah non, du coup, je trouve pas. OK, bon, ben en tout cas, Merci le non, mais non, Mauresque. mais en tout cas, ça a l'air d'être une affaire qui OMG? attends, peut-être que affaire, tu vois? Genre parce que parfois, elle a peut-être dit affaire de pédocriminalité, affaire de tu vois? Genre si je tape affaire, je vais forcément trouver un truc où elle a parlé d'à quel point c'est une catastrophe, qu'il y a des liens français et cetera et cetera. Affaire, Faites des dons, les gens, pendant qu'il fait sa démonstration s'il vous alors plaît, hein. affaire Dreyfus, lâcher l'affaire, affaire Betaram, affaire à la justice. Bon là, juillet 2025, là, on n'avait pas encore les dossiers. OK, bah non, du coup. OK, bah du coup, non, elle en a pas non plus parlé. C'est une plaisanterie, j'ai fait une matinale sur le sujet. Pardon, pardon. Elle en a parlé dans sa matinale, c'est vrai. Elle a fait une matinale sur le sujet. Elle a probablement pris un mototaxi, oui, pour en parler. Je pense que Toute une matinale c'est quand quelque même, chose quand même qui est Cassandre, très important pour elle. Je pense qu'elle elle est favorable à une action politique, choc et importante là-dessus pour vraiment faire une commission d'enquête toute la j'imagine? vérité, bah, toute une commission d'enquête, là-dessus, tu vois? D'ailleurs, j'avais vu passer une engueulade d'ailleurs là-dessus, c'était Daniel Obono, je crois? Donc Léa Balach qui est députée écolo, qui dit: «Les premières personnes que nous avons tous vu pointer du doigt les différentes prononciations de Epstein le faisaient par complotisme antisémite. Je le sais, vous aussi, Mélenchon aussi. À quoi joue-t-il en exagérant cette prononciation devant tout le public pour le faire rire?» On va parler aussi de la peur de la prononciation et de la peur de l'histoire juive européenne, qu'ont certains soi-disant défenseurs de la lutte contre l'antisémitisme. Et Daniel Obono qui répond: «C'est indigne de toi, indigne, tu n'as jamais eu un mot sur le sujet, tu n'as pas daigné co-signer notre commission d'enquête et là tu te précipites pour nous salir de la manière la plus ignominieuse». Ah! Donc même pas elle a co-signé la commission d'enquête. Ah! C'est étonnant ça. Donc ça veut dire que les écolos même pas ils font un truc, d'accord. Aucun courage politique. Bah, après les gens, je pense Oui. que moi là où tu as pas tort, c'est que je pense que tu as des gens de gauche, angoissés par le sujet Epstein, notamment à cause de la question du judaïsme. Bah oui, bien sûr. Où ils voient, évidemment une partie, des réseaux antisémites, qui se frottent les mains, de l'affaire Epstein parce que ça permet, de dérouler leur agenda antisémite. Du coup, ils sont terrifiés, d'en parler pour pas se mêler à ça et pas être éclaboussés, quoi. Le côté complotiste de cette affaire la terrifie. Bah oui, de fond. Bah parce qu'en même temps, bah c'est rare d'avoir, une affaire de complot, quoi. Mais surtout de complot, parfois de complots foireux, faits par des riches qui sont eux-mêmes complotistes. Il y a une dimension sioniste dans cette affaire qui les fait flipper par rapport aux pensées de nourrissage de l'antisémitisme dans leur tête. Le débat qu'on a eu, avec, Tao Khan sur le sujet à la fin du gros Ouais. best-of qu'on a fait avec lui, il parle de ça les gens. De, comment manier, la question, des réseaux juifs, d'Epstein, des réseaux pro-israéliens, parce que c'est des réseaux soit pro-israéliens, soit des réseaux communautaires. Donc, est-ce que de le relever, c'est un problème? Comment faire pour ne pas, faire semblant que ça n'existe pas, Bah oui. mais ne pas non plus nourrir
nourrir l'agenda antisémite, en fait, il y a je pense que ça pose des questions de méthode discursive, quoi. Moi, je pense que c'est un défi. Moi, je trouve que les gens de gauche, il y a un défi de réussir à manier des questions comme ça très compliquées où la question de la religion est là, et d'autant plus la religion juive où on sait très bien que mêler pédophilie, élite, Hollywood, finance et réseau soit israélien, soit réseau religieux juif, ou les deux en même temps, bah t'es vraiment dans le Mmh. bingo antisémite complotiste. Et C'est-à-dire qu'il faut même, pas se voiler la face que t'es dans ce bingo. Donc ça veut dire que faut faire bellec. Et tu peux pas faire semblant qu'il faut pas faire attention. Moi, je pense que c'est ça ce qu'on devrait faire, c'est dire bon, je ne veux pas ne pas en parler, mais je suis obligé de savoir que je peux nourrir un imaginaire qui est oui. crado, quoi. Bah, et d'autant qu'il y a un vrai truc, mais qui est très similaire au discours qu'on pouvait avoir vis-à-vis du génocide et vis-à-vis du sionisme en règle générale, c'est la dimension suprémaciste qui transparaît dans les échanges que pouvait avoir Epstein avec des différents chercheurs douteux, des néo-nazis qui finançaient, etc., etc. Parce qu'en fait, il y a un vrai truc, comment dire, tu retrouves parfois dans certains discours qu'il y a dans les mails une forme de philosémitisme, et là quand je parle de philosémitisme, évidemment, j'en parle comme une forme aussi d'antisémitisme hyper malsaine, les juifs sont plus intelligents que tout le monde, une espèce de hiérarchie raciale, etc., mais dans ce cas qui les arrange, et qu'on retrouve parfois et qu'on retrouve dans pas mal de discours aussi sionistes assez radicaux, qui versent dans ce suprémacisme racial là aussi, et du coup comment tu en parles sans pour autant prêter le flanc à leur propre discours à eux, qui est l'essentialisation de l'entièreté des juifs à leur discours suprémaciste, tu vois. Et ça, c'est le truc qu'on manie en marchant sur un fil, et je trouve qu'en marchant plutôt correctement sur ce fil depuis le début du génocide en Palestine, le truc c'est qu'en face, je pense que tu as des gens pour qui, ne serait-ce que suggérer, qui avait un rapport à la judéité dans la vision raciste que Epstein avait du monde, c'est déjà antisémite. Parce que eux-mêmes sont gênés. Enfin, ce qui est intéressant, je sais pas si... Bon, on va peut-être pas montrer ce tweet-là, tu vois, mais tu m'avais montré le tweet d'un sioniste, un sioniste de gauche, entre guillemets, qui du coup disait « Oh là là, ils insistent de le prononcer à la yiddish, etc. » Alors que personne n'a jamais parlé de yiddish dans toute cette affaire de prononciation, on parle surtout de prononciation à Oui, l'allemande. Mais ça, bon, mais ok. moi, tu sais que comme j'avais pas entendu Mélenchon, je croyais qu'il avait fait un truc de fou du bus en mode Ah ils non. veulent qu'on le prononce à la yiddish ou tu sais, ou j'en sais rien, Ah ou oui, non, genre, non. tu sais, vraiment un truc antisémite. J'étais en mode oh non, il a recommencé à dire une immense dinguerie. Et j'étais vraiment en mode mais ça y est, il a redit une connerie, quoi. Et non, il est vraiment, tu comprends très bien qu'il est en mode voilà, quoi. Genre après le truc, c'est que il y a une suspicion sur lui que je peux comprendre chez les personnes sincères, mais tu vois, en fait, le problème, c'est que tu vois trop l'insincérité de trop de gens sur les momentos antisémites de Mélenchon. Tu vois trop que ça cherche à le faire sur ça, quoi. Du coup, je pense aussi les gens, ça les rend en mode ah, encore une fois, vous nous faites chier, ça y est, ça balance par-dessus la jambe, quoi. C'est le Figaro qui a parlé de Yiddish. Oui, oui, j'imagine. Mais surtout que le truc ce rapport-là au Yiddish, etc., je pense que ça dénote aussi une certaine. Et ça, c'est un truc dont je parle souvent quand je parle du sionisme. Mais un des aspects dans lesquels aussi le sionisme a été une éradication de la culture Yiddish, des cultures ashkénazes en général. On parle souvent d'un Et ça, suprémacisme ashkénaze c'est en dès qu'on a Israël. souvent parlé Ouais, ça. Tzedek aussi, ils en parlent souvent. On parle souvent qu'il y a un suprémacisme ashkénaze en Israël. Non, il y a un suprémacisme blanc parce que c'est un rapport de blanchité. La culture ashkénaze, la culture yiddish a été associée à une culture de perdants, de personnes de victimes. Et dans la construction du nouvel homme israélien, etc., a complètement été éradiquée au profit du coup de l'hébreu, d'une nouvelle culture, etc., etc. Et du coup, là-dessus, je trouve que il y a comment dire, cette façon de renvoyer ça, ils insistent pour le prononcer à la yiddish, etc., ça montre aussi leur malaise qu'ils ont en tant que sionistes aussi vis-à-vis des cultures juives européennes. Le cliché de du coup si tu prononces un truc à la yiddish ou si tu parles des trucs juifs européens, c'est déjà un peu antisémite parce que c'est déjà trop teinté de l'antisémitisme qui a été projeté dessus, tu vois. Genre tu sais un peu ce truc là mais qui est propre au stress minoritaire, hein. Là je renvoie à de l'empathie aussi envers Oui, oui, pas de fou. forcément tous, tu vois, mais c'est aussi lié au stress minoritaire qu'à force de te faire taper dessus, même les aspects de ta propre culture deviennent radioactifs pour toi et font l'objet de ta propre méfiance alors que ça devrait être les tiens. Tu vois, genre t'as aussi ce truc-là qui est propre aussi à l'expérience juive européenne sur plein d'aspects, quoi. Mais du coup, bon, il se trouve en fait qu'il y avait eu apparemment, tout le truc de Mélenchon sur comment est-ce qu'il faut prononcer, etc. C'est aussi parce qu'en fait, il y avait eu plein d'articles qui, au lieu de parler du fond de l'affaire, dans le Figaro, dans 20 minutes, etc., il y a eu plein d'articles qui étaient sortis sur comment est-ce qu'on prononce, au fait, comment est-ce qu'on prononce le mot, etc. Et du coup, il y a eu un thread assez intéressant
intéressant qui permet de rentrer un petit peu dans la fabrique du drama antisémitisme autour de Epstein, etc. Il y a carrément le Figaro qui a modifié a posteriori un article pour attaquer Mélenchon. Ça, c'est de la folie, ça, hein. Donc je vais reprendre mot pour mot le trait de Sébastien Fontenelle sur Blue Sky pour montrer le niveau de manipulation médiatique auquel on assiste avec un exemple du Figaro. Le 15 février, le Figaro a publié un article de sa collaboratrice M de Montalembert titré Epstein ou Epstein, comment prononcer le nom de Jeffrey Epstein, dont on avait fort heureusement fait des captures. Il contenait notamment des instructives considérations. Donc d'origine allemande, le nom Epstein se prononce Epstein en allemand, mais Epstein en anglais. Le financier né aux États-Unis et de nationalité américaine. En français, il devrait en théorie se prononcer formellement Epstein. Cependant, cette prononciation ne s'entendra jamais. Naturellement, et même s'il n'existe aucune règle formelle, le français aura tendance à reprendre la formulation à l'allemande. Oui, parce qu'en fait, forcément, quand tu dis un truc à l'oral, généralement, le lien entre l'oral et l'écrit doit exister. C'est-à-dire que quand on prononce quelque chose, si tu ne sais pas à quoi ça correspond de façon écrite, parfois tu vas dire un mot et les gens ils vont pas savoir à quoi ça renvoie. Tu vois, si tu dis Epstein, ils vont dire il parle de qui. Et en fait, ça va être plus logique pour eux de dire Epstein. Ah ok, c'est lui. Je fais le lien avec la façon dont c'est écrit. Enfin bref, c'est un truc, c'est une habitude de langage, quoi. De même qu'en France, on dit le physicien Einstein ou le pianiste Rubinstein, mais là encore, les anglo-saxons disent bien Einstein et Rubinstein. Donc, t'avais le Figaro qui avait fait un article pour dire bah, comme il est états-unien, on devrait le prononcer Epstein, mais comme on est en France et qu'on a l'habitude de prononcer à l'allemande, ou du moins à l'européenne en règle générale, à la germanique, yiddish, etc., parce que aussi, bah, on a aussi toute une population yiddish qui est qui parle yiddish, qui est en France, etc., bah, on a cette habitude-là, donc c'est ok de le dire aussi, quoi. Mais ce matin, surprise, cet article a été subrepticement, mais substantiellement modifié. Son nouveau titre est « Pourquoi prononce-t-on Epstein plutôt que Epstein, le nom de Jeffrey Epstein ?» Donc rappelle que donc, le titre à la base, c'était « Comment bien prononcer ?» et où l'article était en mode bah en vrai en français on peut le dire de telle façon, on devrait le dire à l'anglaise mais on peut le dire à la française. Et là ils l'ont transformé en mode on change d'avis, en fait il faut absolument dire ça comme ça. C'est quand même une dinguerie, quoi. Genre la modification a posteriori pour transformer un article basique, neutre, etc. en un article polémique. Et son autrice a rajouté cette mention. En France, insister, donc c'est là qu'on a le truc sur le yiddish. En France, insister sur la terminaison ein d'un nom à la façon yiddish, langue d'origine germanique parlée par les juifs ashkénazes d'Europe centrale et orientale, renvoie souvent à la judéité d'une personne, rappelle sur X la journaliste et spécialiste de littérature française Mariana Perebensiuk. Et donc c'est eux qui ont même rajouté le truc, ça renvoie au yiddish, donc ça renvoie à la judéité. Et t'es en mode, mais même si tu le dis à l'américaine, les États-Unis quand ils disent Epstein, pour eux, le stin renvoie à la judéité, puisque c'est leur façon de prononcer le suffixe qu'on retrouve beaucoup dans les patronymes juifs. Le stin, à l'anglaise, comporte le même signifiant que le stein ou stein pour nous en Europe. C'est la même chose. Et du coup, insister pour qu'on dise stin, qui du coup a un truc d'éloignement, etc., c'est aussi une façon... Enfin, c'est aussi un truc qui montre la gêne et l'incapacité de ces personnes-là à traiter de l'affaire Epstein sans avoir eux-mêmes des réflexes antisémites. S'ils ont besoin d'avoir recours à une prononciation du patronyme qui pour eux n'a plus rien à voir avec... Alors que pour les États-Unis, stin, bah, ça a quelque chose à voir avec la judéité, et que c'est pareil que pour nous Stein, bah ça montre que c'est eux qui ont un problème avec ça. Et que c'est eux qui, quand ils entendent un patronyme juif lié à une telle affaire internationale comme l'affaire Epstein, bah eux-mêmes se disent « Ah ouais, quand même, il est juif, quoi ». Et une gêne qui vient de l'antisémitisme structurel en France, quoi. De sorte qu'évidemment, quelques questions se posent. Pourquoi le Figaro a-t-il éprouvé ce matin le besoin de modifier un de ses articles? En plus, l'article, du coup, qui a été modifié a posteriori pour coller à une actualité, alors que quand l'article avait été écrit, l'actualité était même pas encore là, tu vois. Et surtout, considère-t-il que sa première version, entérinant donc l'usage Epstein, renvoyait à la judéité de la personne. C'est quand même une immense dinguerie, quoi. C'est le Figaro qui a complètement réécrit un article pour alimenter la polémique, et que du coup, on trouve là, etc. Donc voilà. Et je trouve que ça, c'est assez fascinant, parce que donc il a été rappelé que donc Corbyn s'était déjà mangé une polémique à la con similaire en 2019. En 2019, Jeremy Corbyn, donc voilà, The Times of Israel, The Jerusalem Post, etc. Donc voilà, là pour le coup, t'avais vraiment le lobby israélien qui était à la charge là-dessus contre Corbyn. Jeremy Corbyn mispronounces Jeffrey Epstein's name and critics have a field day. Donc voilà, c'est vraiment Jeremy Corbyn prononce mal le nom de Jeffrey Epstein et du coup les critiques s'amusent, etc. Oh là là, il y a un débat sur l'antisémitisme de Corbyn, etc., etc. 2019 quand même. Genre bon, ce qui nous permet de rappeler aussi, s'il y en avait besoin, que la France est extrêmement en retard sur l'affaire Epstein. Et que bon, si Corbyn en parlait déjà en 2019, c'était qu'il y avait déjà des ramifications et déjà des alertes et qu'en fait, bah, pourquoi on a mis autant de temps à en parler nous en France aussi, on va dire, oui. Alors du coup, t'en as qui vont dire, et voilà, Jérémy Corbyn l'antisémite, Mélenchon est l'ami de Jérémy Corbyn l'antisémite, donc Mélenchon est antisémite, c'est la preuve définitive, etc. Et en mode, bah, ou alors juste, c'est la stratégie habituelle de mettre un truc sous le tapis parce que vous êtes beaucoup trop
antisémite pour traiter l'affaire Epstein autrement que d'une façon antisémite, quoi. En Angleterre, ils sont emmerdés parce que le leader des Verts est juif. Oui, ils sont emmerdés parce que le leader des Verts, qui en plus a pris des circonscriptions au Parti travailliste de Keir Starmer, il est juif et le problème, c'est que il a quand même dit des trucs pour la Palestine, quoi. T'es en mode, ah, c'est compliqué, quoi. Putain, un juif, gay, pro-palestinien. Bon, même s'il a mis un petit peu de temps, mais bon, voilà. T'es un peu en mode, ah, zut, c'est compliqué, quoi. Et tant et si bien que même l'ancien ministre de l'économie ne sait plus où donner de la tête. Alors du coup, on a Éric Lombard qui a été donc interviewé sur RTL. Une question politique pour commencer. Quand Jean-Luc Mélenchon, hier en meeting à Lyon, s'attaque à la prononciation du nom Epstein, Epstein ou Epstein, qu'est-ce que vous entendez, vous? Bon, c'est évidemment les codes de l'antisémitisme. Voilà, il dit oui, bon, bien sûr, c'est les codes de l'antisémitisme, Mélenchon est antisémite, ok, d'accord. Donc il répond automatiquement, c'est bon, voilà. C'est inadmissible. Même si l'antisémitisme c'est grave, ce qui est pire, c'est le soutien apporté à la jeune garde. Oui, parce que du coup, lui, il est en mode, mais attends, on était sur la séquence jeune garde. Qu'est-ce que vous me foutez une séquence antisémitisme? Parce que bon, attends, oui, ok, d'accord, bon, l'antisémitisme, ok, vous êtes bien gentil, mais la jeune garde quand même, attends, je comprends plus, on en était où? On en était où dans la séquence? Enfin, je sais pas, coordonnez-vous, quoi. Tu vois, genre même Oui, lui. ils sont emballés les pinceaux dans la propagande anti-Mélenchon. Oui, de fou. Et genre pire que l'antisémitisme, il y a la jeune garde en plus. T'es un peu en mode, oui, ok, Pourquoi c'est pire, by the au way? moins, oui, fait semblant d'en avoir quelque chose à foutre de l'antisémitisme. Enfin, je sais pas, sinon ça va se voir que vous faites des polémiques pour rien et que vous en battez les couilles de l'antisémitisme en réalité. 2 militants, anciens collaborateurs d'un député LFI, Raphaël Arnaud. sont impliqués dans la mort tragique du jeune Parce que, bon, en effet, voilà, collaborateur parlementaire de la FI, mais du coup, en parlant de collaborateur parlementaire, on pourrait parler du collaborateur parlementaire d'une députée RN qui, dans ses posts sur les réseaux sociaux, dit qu'il fallait brûler Elisabeth Bornstein. Oui. D'ailleurs, il y en a un qui s'est fait virer là il y a pas longtemps par le RN là. Ouais, c'est lui. Ah bah c'est lui. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, on n'a pas appelé à la démission de son employeuse, bizarrement. Et là, pour le coup, vous vous rappelez quand il y avait eu le drama de camper à Tel Aviv, de rescapé. Non, c'était rescapé. Vous savez, quand Mathilde Panot avait dit oui, vous êtes un gouvernement de rescapés, etc., et que toute la presse avait dit Mathilde Panot est antisémite parce qu'en réalité, Elisabeth Borne, elle s'appelle pas Borne, elle s'appelle Bornstein parce qu'en fait, sa famille ont modifié leur patronyme pour échapper à l'antisémitisme. T'es en mode, déjà, merci pour l'outing, c'est très sympathique. Genre, déjà d'une, c'est une dinguerie, je sais pas, c'est peut-être mon biais LGBT, mais je suis en mode, du coup, dites pas ça si elle a modifié son nom précisément pour ça dans sa famille, quoi. Et du coup, Mathilde Panot, qui a été accusée d'antisémitisme pour un truc qu'elle avait même pas fait le lien, étant maintenant vous êtes des rescapés de l'ancien gouvernement de voilà. En fait, résultat, c'est l'assistant parlementaire RN néo-nazi qui lui a dit qu'il fallait brûler Bornstein. Tiens, ça c'est marrant ça. Ah ça c'est des exemples d'antisémitisme que tu vas pas retrouver à gauche, ça. Mais bon, c'est. Voilà. Pire que l'antisémitisme, ça reste la jeune garde, quoi. Parce que bon, au final, l'antisémitisme, on s'en bat les couilles, hein. On va dire brûler Bornstein, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le pire, c'est vraiment qu'il y a des antifascistes, quoi. C'est ça le problème. Et donc, t'as Mediapart qui a remis le couvert par ses égarements antisémites et complotistes. Jean-Luc Mélenchon dessert le combat antifasciste, son unité et sa moralité. Et en fait, c'est un truc qui revient aussi à un truc de base, c'est-à-dire que c'est quoi le complotisme exactement dans ce qu'il a dit? Parce que moi, j'y vois de la critique médiatique, tu vois. Après, bon, il y a parfois des façons de porter de la critique médiatique qui peut avoir des relents un peu complot, un peu simplifiés. Enfin, généralement, quand tu fais une critique médiatique dans un angle un peu simplificateur, quand tu fais une critique politique dans un angle très simplificateur, souvent ça verse dans le complot parce que c'est en mode oui, ils font ça parce que c'est des grands méchants, tu vois. Donc bon, ça c'est un peu un discours du complot. Mais genre Mélenchon, il soulignait le fait que globalement, les médias français, ça les arrangeait bien de mettre sous le tapis la réalité politique et géopolitique française de l'affaire Epstein en renvoyant tout ça à un truc d'officine d'agents russes, etc. By the way, Epstein était totalement lié avec des oligarques russes, même lui-même. D'ailleurs, c'est un truc qui est hyper intéressant et d'ailleurs qui n'est souligné quasiment jamais dans ces fameux trucs où il parle des agents russes de Epstein, etc. C'est que qu'est-ce qui a fait que Epstein s'est rapproché d'oligarques russes, même intellectuellement, s'est intéressé à leurs pensées, etc. C'est parce que dans tout son truc un petit peu avec Peter Thiel, technofasciste, etc., lui, il bande sur la Russie des années 90, la Russie post-soviétique. Pour les gens qui connaissent pas trop l'histoire de la Russie post-URSS, les années 90, ça a été un moment d'effondrement de l'économie russe et ça a été le moment de solidification de l'oligarchie, notamment parce qu'en fait, ils ont pris à la découpe, ils sont accaparés à la découpe les larges pans de l'économie russe qui était auparavant socialisée. Et donc ça a été un moment, un power grab immense pour les oligarques pour mettre en place justement ce système oligarchique. Et Epstein, qu'est-ce qui fait qu'il s'était énormément rapproché et c'est exactement, et avec Peter Thiel, et avec tous les technofascistes de la Silicon Valley, c'est aussi, enfin en tout cas, il en parle, oui d'ailleurs pas que russe aussi, d'ailleurs
oui, c'est vrai que toute l'URSS aussi en règle générale, mais parce qu'en fait, eux, en tout cas, un des trucs sur lesquels ils bandent, c'est un possible effondrement économique des États-Unis c'est les trucs je dis pas que c'est vraiment ce à quoi ils travaillent, etc., mais en tout cas, dans leur univers théorique, dans leur projection intellectuelle, économique, etc., c'est un truc vers lequel ils regardent en mode, s'il se passait ça aux États-Unis, nous serions les seigneurs de demain. Et c'est un petit peu l'univers dans lequel ils se retrouvent entre Epstein, Peter Thiel et du coup beaucoup d'oligarques russes avec lesquels ils vont beaucoup interagir, avec lesquels ils vont parler de Mmh. politique, d'histoire, d'économie, etc., etc. Et pour moi, c'est un aspect hyper intéressant des connexions russes de Jeffrey Epstein, dont les médias français ne parlent jamais en termes de rapport à l'histoire politique de la Russie, par exemple, qui pourrait aussi beaucoup nous renseigner sur l'état actuel de la Russie, par exemple, et du coup mieux comprendre les dessous, les tenants et aboutissants des conflits actuels. Et en fait, il y a plein d'éléments de compréhension de l'affaire où on pourrait parler en effet des liens de Epstein avec la Russie, mais du coup qui tombent complètement à l'eau et qui finissent, parce que tout à l'heure on parlait de campisme, du coup dans ce rapport campiste en fait c'était totalement un agent russe, c'était quelqu'un qui voulait déstabiliser la France aux mains de la Russie, et puis voilà, et en fait voilà, c'est tout blanc tout noir, c'est d'un côté et de l'autre, etc. Et en fait du coup t'as cette lecture du coup qui redevient campiste, du coup qui fait que Mélenchon a un réflexe campiste en face de ah là, stop parler de la Russie, mais on en revient au fait que les médias traitent l'affaire complètement par-dessus la jambe et de façon complètement irresponsable. Et que du coup, forcément, une critique médiatique qui est portée par Mélenchon de dire bon, c'est un petit peu trop gros de mettre la charge sur le côté agent russe pour éviter d'avoir, je sais pas, à fouiller du côté de nos oligarques à nous, de nos wannabe oligarques à nous. Bon, ça se voit un petit peu que vous essayez un petit peu de foutre la poussière sous le tapis, quoi. Et cette critique devient une espèce de gloubi-boulga de c'est antisémite, c'est campiste, etc., etc. Mais parce que les médias eux-mêmes sont antisémites et campistes. Les médias eux-mêmes sont incapables de porter un discours nuancé, rationnel et non essentialiste sur la façon dont Epstein avait une lecture suprémaciste, raciale du monde, par exemple. Et pour finir là-dessus, avant de lire le tweet de Villepin, c'est aussi que, désolé, mais aussi ça commence à se voir que la critique médiatique est systématiquement mise sous le tapis au prétexte du complotisme, quoi. Genre, dès que tu fais de la critique média, dès que même parfois, la critique média, ça peut être maladroit, ça peut être un peu, etc., normalement, le rôle des journalistes, ça devrait d'aider à compléter cette critique média et d'avoir de l'autocritique sur eux-mêmes. Sauf qu'en fait, non, leur premier réflexe, c'est de dire oui, vous êtes des complotistes, etc., quoi. Et donc, Dominique de Villepin, il s'est dit c'est mon moment, ça y est. Sur Gaza, j'avais un petit peu de buzz et après, en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucun appareil de parti, que ça allait être difficile de me lancer dans la campagne électorale, etc. Mais là, c'est bon, ça y est, j'ai mon truc. Je peux faire un pavé où je m'adresse à Jean-Luc Mélenchon et ça va me lancer politique. Donc, il a écrit une lettre ouverte à l'adresse de Jean-Luc Mélenchon. Ce que j'ai à vous dire ne va pas vous plaire. Nous sommes à un point de non-retour de la vie politique française, carrément. Un point de non-retour de la vie politique française. On ne sait pas pourquoi maintenant, mais c'est parce que voilà, Mélenchon a dit Epstein dans son meeting. C'est un point de non-retour, ça y est, c'est bon, le fascisme est là. Un moment où chaque geste inconsidéré peut faire basculer vers l'inconnu. J'ai eu l'occasion de donner la semaine passée ma lecture des jeux d'épouvantail politique autour du drame de la mort de Quentin de Ranc. C'est pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, je veux vous parler aujourd'hui directement, avec franchise et exigence républicaine. Je veux en appeler à vous. Il importe que vous mesuriez le malaise profond que produisent vos paroles chez moi, qui n'ai jamais été du même bord politique que le vôtre, comme chez de nombreux Français. Du coup, qu'est-ce qu'on t'écouterait du coup si t'es pas de notre bord politique? C'est que tu nous veux pas forcément du bien. Après, lui, il se place toujours, il aime trop, Oui, c'est il sa aime bien se nouvelle mettre au-dessus de la DA. mêlée. Oui. De je suis au-dessus de la mêlée politique et je rappelle les gens à l'ordre. Il l'a déjà fait pour nous défendre, hein, par ailleurs. Oui, oui. Et là, il se dit, il est allé trop loin. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Oui, Il c'est faut que je le l'arbitre des ramène à la élégances. raison. Oui, voilà, c'est ça. Si elle relève de qualification pénale, c'est à la justice d'en décider. Mais qu'elle relève de l'irresponsabilité politique, voilà qui ne fait pas de doute. Car ces mots écartèlent un peu plus la France et aggravent encore la dérive des continents politiques. Carrément, la dérive des continents politiques. La tectonique des plaques, c'est la faute de Mélenchon qu'a dit Epstein. Annonciatrice de l'affrontement sans merci de 2027. Parmi ceux qui ont cru à la promesse d'émancipation républicaine au cours de vos 3 dernières candidatures aux élections présidentielles et ont été attentifs à votre discours sur la République de 2017, beaucoup se sentent aujourd'hui orphelins. Pourquoi 2017? Parce qu'il avait eu des discours sur la République en 2022 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2017? Parce que toi, tu fais crari, oui, les musulmans, faut arrêter de leur taper dessus, mais du coup, pourquoi 2017? Pourquoi pas 2022? Il n'y avait pas encore eu la Palestine et tout, quoi, genre, c'était intéressant. Parmi ceux qui ont cru sincèrement à votre nouvelle promesse républicaine, quand vous repreniez les mots de Mendès France, quand vous citiez en 2017
2012, le génie de la bataille. On revient encore plus à 2012. Là, c'est vraiment moi, je t'aimais bien quand t'étais raciste. Hein. Quand vous faisiez de l'olivier de la paix votre emblème. Ah, ça, c'est 2017 aussi. Quand vous parliez d'universel, de liberté, de souveraineté. Aujourd'hui, beaucoup se demandent quel sera le prochain mot de trop. Le jeu de mots sur les noms de famille à consonance juive rappelle trop, mais c'est pas un jeu de mots. Enfin, c'était pas un jeu. Il a pas fait une blagounette. Hein. Alors, il y a Mais beaucoup de moments dans le meeting qui étaient très mais drôles. en Il a fait fait, une Dave ils ont Chappelle tous même. des versions différentes, en fait. C'est une Oui. torture. Surtout que c'est clair, il est vraiment en mode, ils essaient de nous le faire passer pour Russes. Oui, c'est Je pas, c'est pas je compliqué. sais pas, je comprends pas, ça m'énerve. Comment ne pas comprendre les doutes qui s'installent? On ne joue pas avec des allumettes dans une station-service, même pour un hold-up. Ce meeting de Lyon était le pas de trop. Celui qui laisse entrevoir une tactique de terre brûlée, une politique prête à sacrifier jusqu'à la République pour faire triompher, pensez-vous, votre mouvement plus tard. Sacrifier jusqu'à la République pour faire triompher votre mouvement. Et du coup, si le On mouvement il est comprend rien. républicain, est-ce que ça sacrifie la République? J'ai rien compris, je sais pas. Ça, c'est vide. C'est vraiment de la logorée des narcs, ça. Ce faisant, vous aurez sacrifié l'essentiel. Vous aurez sacrifié votre image à un fantasme stratégique. Vous pensez sans doute qu'il sera toujours temps de faire marche arrière quand ce sera utile. Vous pensez que vous maîtrisez votre monture, que comme d'autres, vous chevauchez les tigres. Mais ce sont toujours les tigres qui décident où les mènent leurs appétits. Mais du coup, c'est marrant que tu dises ça, parce que du coup, pourquoi tu dis pas ça aux macronistes qui chevauchent le tigre de l'extrême droite? Pourquoi c'est qu'à Mélenchon que tu dis ça, Villepin? J'aimerais bien savoir Bah, pourquoi. après, des fois, il serait capable, des fois, de le dire un peu avec des macronistes, tu vois. Je le vois tout le temps être le distributeur des bonnes vertus de la politique, quoi. Et je l'ai déjà vu parler à des macronistes comme ça, de vous ne prenez pas la mesure, tu sais, sur le barrage républicain, par exemple. Mais c'est quand même insupportable, hein, t'inquiète. Hein. Vous aurez sacrifié l'avenir de votre mouvement à son présent, tactique de terre brûlée, se retrancher, se durcir, se rétrécir. Elle chassera de vos rangs ceux qui souhaitent le dialogue et renforcera au contraire, année après année, une avant-garde de combat et de repli, obligée de donner des gages d'une férocité toujours plus grande. Donc voilà, vous allez vous gauchiser, c'est ça? Vous aurez sacrifié la sécurité de nos concitoyens juifs en laissant s'installer des ambiguïtés, des ambivalences. Il ne faut souvent pas plus pour déchaîner la violence irrémédiable. L'augmentation massive des actes antisémites en France dans les 2 dernières années n'est pas une illusion d'optique, c'est une réalité quotidienne, celle d'un sentiment d'insécurité, de rejet, d'accusation qui n'a pas lieu d'être et qui doit être combattu par tous les républicains, comme toutes les formes de discrimination et de racisme. Raymond Mélenchon est responsable de l'antisémitisme en France, bon voilà, comme d'habitude. Hein. Vous avez sacrifié la gauche de la gauche, vous emportez la mémoire de 1973, 48 arts de la sociale, des communards de 71 et même des 68 arts de ce siècle vers la condamnation et l'oubli. Ah carrément, c'est la faute de Mélenchon si les gens ils traitent les 68 arts de pédophiles. Ok, d'accord, c'est vraiment, comme dirait Valérie Pécresse, j'ai le dos large mais il faut pas charrier quoi. Cette gauche sincère républicaine qui veut véritablement changer la vie des Français, blabla, etc. Vous aurez sacrifié les principes de la République. Les sacrifier à quoi? À un calcul hasardeux. Mais quel calcul il est censé faire? Je comprends pas. C'est quoi le calcul du vote communautariste? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est censé faire comme calcul? Responsabilité d'engager devant l'histoire, blablabla, oui, ok, gna, grandiloquent. La sensibilité que vous portez n'est pas la mienne, j'ai la conviction qu'elle doit avoir sa place dans le débat démocratique et que si elle venait à être ostracisée, la République se couperait pour de longues années d'une partie du peuple au détriment de tous. Donc en mode, si la République se coupe de vous, ce sera un problème pour la République, mais en même temps, c'est un peu votre faute que vous vous coupez de la République parce que vous avez dit Epstein. Je crois qu'il y a un C'est pas chemin. clair, hein, leur histoire. Hein. Ouais, des conditions simples, immédiates. Il passe par une clarification sans appel sur l'antisémitisme, la dénonciation de toute dérive au sein du mouvement. Lesquelles? Quelle dérive? La condamnation de toute violence politique. Ah, on revient sur les antifas. Parce que rappel, on était sur la séquence antifa. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que Mélenchon a fait un meeting à Lyon dans un contexte où la ville était quand même encore sacrément échauffée par la mort du néofasciste de Rank et qu'il s'est rien passé dans le meeting sur là-dessus. Mélenchon a été hyper clean sur la question de la violence et du coup, bah, ils ont trouvé un petit peu ce truc-là et c'est pour ça que tout le monde était un peu en Oui, mode et oh, puis ok, je bah, on pense passe à autre aussi chose. que le meeting était un peu trop stylé aussi. Rappelle Le que meeting était si dès que drôle. Mélenchon fait des grands meetings et qu'il se montre fort, ça les met en colère quand même, les bourges. Hein. Parce que là, t'as l'impression que son truc, la rupture avec toute organisation recourant à la violence. Donc là, tu reviens sur la séquence La Jeune Garde, t'as l'impression qu'il a écrit son truc avant le meeting, en prévoyant qu'il allait faire un truc sur la violence, la Jeune Garde et tout, qu'il y ait le drama antisémitisme au milieu et qu'il s'est dit ah putain, faut que j'ajoute des paragraphes quoi. Le chemin de la République commence par un choix. J'en appelle aujourd'hui au vôtre. Le choix d'assumer pleinement la responsabilité qui vous incombe
bombe. On peut perdre une élection, mais pas prendre le risque de perdre la République, bla 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 bla. Voilà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la langue de bois en politique, c'est ça. Surtout beaucoup trop long pour un tweet, le mec a pas compris le concept. Oui, aussi, le mec a pas compris le concept de Twitter aussi. Oui, ça, c'est insupportable. C'est Ça. infernal. Le mec, il fait des grandes lettres ouvertes et tout. Ça, vraiment, je t'en C'est quoi, supplie, il a pas ferme-la au bout d'un trouvé de moment. média pour publier sa lettre ouverte ou quoi? Oui, on n'en peut plus de lui. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.